Mais je vous remercie. Je vous remercie pour l'organisation de cette conférence. Je vous remercie aussi pour la tâche que vous m'avez demandé de faire, de jeter un regard critique sur les travaux. Au préalable, je voudrais saluer l'ensemble des amis. Je vois aussi des amis en ligne. Omar Ly, Salimata, je vous salue, et tous les autres. C'est un plaisir pour moi, effectivement, de prendre part à cet atelier et de partager quelques réflexions. Vous comprendrez, des réflexions à la fois qui sont subjectives, parce que quand la mémoire va chercher du bois mort, comme dit l'écrivain, elle procède toujours par sélection. Donc, considérez simplement que c'est un point de vue que je jette sur le pavé, parce qu'après tout ce que vous avez dit, vous me demandez de dire quelque chose sur ce que vous avez dit. Vous comprenez que ce n'est pas toujours très, très facile. Mais laissez-moi vous dire que, en tout cas, mon sentiment, c'est que notre colloque a été une belle aventure académique qui a fait avancer l'agenda de la connaissance de la production statistique impériale et coloniale sous l'éclairage de 16 communications ou conférences. Je peux considérer effectivement de très belles factures. Ces interventions ont interrogé la séquence de la période impériale et coloniale, qui est un contexte indicateur, on l'a dit, de la contrainte, de la domination sur les populations colonisées, mais aussi du jeu de divers acteurs économiques, politiques, voire institutionnels. Les différents panélistes ou conférenciers ont exercé le sens critique sur les conditions de production des chiffres et des statistiques, interprété les interrelations pour mieux faire comprendre les sociétés impériales et coloniales et éclairer les choix et les décisions faites. Cette grande tension intellectuelle prolonge la réflexion amorcée depuis 2021 dans le cadre de ce séminaire et montre l'importance de l'agenda sur le comptage et l'éclairage sur les chiffres. Et cela aussi indique tout l'intérêt manifesté par la diversité des partenaires. Madame Marie Nié-Delgan, la directrice générale de l'Institut de la gestion publique et du développement économique, organisme spécialisé dans la diffusion des savoirs, a bien relevé dans son mot d'ouverture et d'accueil ces enjeux pour saluer la mobilisation de cette équipe constituée de chercheurs de différentes générations et de diverses provenances institutionnelles. Je crois que cela est très important de voir le critère générationnel, intergénérationnel, et ce brassage qui est un élément très, très, très important aussi, je crois, pour faire avancer l'agenda de la recherche. Alors, au regard du décor intellectuel et des communications présentées, à mon avis, j'ai retenu quelques points de synthèse pour situer la particularité de la moisson que l'on peut tirer des matériaux partagés durant cette conférence. Le premier point de satisfaction, c'est la portée géostratégique ou géographique. Lorsqu'on regarde le champ couvert par les communications, on voit qu'il y a là un échantillon représentatif de l'empire colonial français. Nous avons vu en Afrique, de Madagascar au Sénégal, en passant par l'Algérie, le Congo belge et surtout un focus sur le Cameroun, où est en train de se développer une masse critique très importante dans l'utilisation des chiffres au niveau de la recherche. Je voudrais vraiment saluer cela. Nous avons également, pour l'Europe, nous avons la France et son département français, Marseille, la Guadeloupe. Nous avons aussi le continent asiatique, avec l'Indochine, le Japon,
et la Chine, l'Arabie saoudite, qui sont effectivement abordés, présentés dans les différentes présentations. Donc là, on a un échantillon très intéressant de ce qu'est l'Empire, et je crois que ça, c'est très, très important de réussir un tel exploit. Le deuxième point, c'est que ce vaste champ de couverture montre que les statistiques coloniales sont devenues un sujet de préoccupation. Vous voyez que dans l'introduction à ce séminaire et dans l'appel à la communication, il était noté effectivement que les statistiques coloniales avaient pendant très longtemps n'étaient pas du tout l'objet de préoccupation. Aujourd'hui, on peut dire que c'est véritablement un sujet de préoccupation. C'est devenu un thème de recherche, quelle que soit maintenant l'appréciation qu'on peut porter sur les chiffres, n'est-ce pas? Béatrice Touchelet et la plupart des présentateurs ont rappelé le contexte colonial et les impératifs de connaissance des territoires, des ressources diverses et des populations pour les besoins d'encadrement, d'administration et de domination. À ces fins, les statistiques étaient une nécessité. Alors, on ouvre la période, il fallait fabriquer les statistiques à partir de plusieurs méthodes de comptage, de collecte des informations, par des personnels souvent pas toujours qualifiés et dans un contexte marqué par les résistances des populations qui s'expriment par différentes formes, la méfiance, la défiance, la sous-déclaration ou autres stratagèmes de fuite ou de dissimulation. Anton Pernolsin souligne la piètre qualité du personnel en charge de la collecte des données, alors que ce personnel qui est en charge de cette collecte de données très importante pour le travail ne présente aucune garantie morale. Ce qui amène Inès Baud à parler de bricolage en examinant la complexité des dénombrements des Français en Algérie et la perception contrastée de l'immatriculation au consulat. Le troisième point, c'est que malgré les faiblesses liées à la fabrication des chiffres, les statistiques font l'objet de plusieurs usages et permettent d'écrire une histoire sociale, une histoire économique, une histoire politique en tenant compte maintenant de ces indicateurs. On l'a vu, Cédric Darlene Tenfak a souligné comment les statistiques s'imposent comme un outil stratégique pour légitimer l'action éducatrice de la France au Cameroun. Ces statistiques sont aussi utilisées pour illustrer la dynamique des activités économiques, notamment l'essor que le tourisme a connu au Cameroun, et ainsi servir d'instrument de promotion de l'action civilisatrice de la France au Cameroun, nous rappelle Paul Déric à Koufan. Les statistiques sont aussi un moyen de lutte ou de survie pour les milieux économiques de Marseille, nous rappelle Fabien Bartholdi, avec la guerre des chiffres autour des oléagineux. Mais en même temps, les chiffres reflètent, comme un miroir, les ambivalences patronales confrontées à la modernisation de l'Empire. Faut-il soutenir la modernisation de la production huilière coloniale ou s'y opposer et défendre la filière de transformation métropolitaine? Ce sont là, effectivement, des éléments qui sont des batailles qui se mènent, qui reflètent des positions très, très larges, très variables, mais c'est avec la bataille des chiffres que cela se mène. Les statistiques sont aussi, pour Marie-Christine Touchelet, un outil de manipulation pour camoufler les formes d'exploitation des travailleurs par l'industrie sucrière avec des bilans truqués. C'est une sorte d'illusion statistique, ou alors un élément de plaidoyer pour construire le développement local en Guadeloupe. Nous avons enfin fait appel à Auréla Dussert, qui montre avec pertinence, à travers l'exemple de la section indo-chinoise de l'exposition de Marseille de 1922, vous en avez discuté tout à l'heure, comment les statistiques ont été utilisées pour faire la promotion en métropole de l'image de l'Indochine, qualifiée de la perle de l'Empire,
et mettre en avant la diversité des ressources disponibles au niveau de la colonie pour participer à la reconstruction de la France. Le quatrième point que je voudrais soulever ici, c'est que la mise en place d'un appareil des statistiques a suivi un long et complexe processus. Alex Claudio a montré, selon l'expression de Michel Massiot, comment, à Madagascar, les Français ont chaussé la botte de la hiérarchie Mérina pour illustrer la coexistence de deux systèmes de collecte et d'usage des statistiques à Madagascar, avant que les archives royales ne soient reléguées sur les marges. Marius de Moïfoy Fonkou a révélé aussi les conditions de création des premiers complexes économiques au Cameroun avec la mise en place d'une nomenclature de comptabilité nationale constituée avec l'appui des experts de l'INSEE et prenant en compte les données économiques de la partie anglophone qui utilisait une nomenclature inspirée du système des Nations Unies. On voit là cette cohabitation et ce retard dans le processus de création des premiers comptes économiques du Cameroun, comment cela effectivement a fait appel à une diversité d'experts et surtout aussi à l'éclairage d'expérience de la partie anglophone du Cameroun, nous y reviendrons. Enfin, Marcel Onana a bien illustré les politiques et les mécanismes de comptage et de production des chiffres au Cameroun sous l'administration franco-britannique, dans un contexte où le pays connaît la cohabitation d'un double héritage. Il y a d'une part l'héritage français, il y a l'héritage anglophone, et on sait le retard que la partie anglophone, francophone avait par rapport à la partie anglophone. Donc, ce processus d'ajustement, ce processus d'adaptation est très intéressant pour montrer le processus que suivent la mise en place d'un appareil de statistiques. Alors, enfin, les thèmes. Il y a des thèmes variés abordés et cette diversité de thèmes montre les progrès réalisés avec le programme des séminaires et l'intérêt que représente aujourd'hui l'utilisation des chiffres pour davantage écrire autrement l'histoire sociale, l'histoire économique. Alioune Mbaye a bien montré comment les autorités métropolitaines ont procédé pour rationaliser et disposer de statistiques dans leur possession pour en assurer le contrôle dans le comptoir du Sénégal, alors qu'il faut le dire, était constitué simplement de Gorée et de Saint-Louis. Et il apparaît très clairement que depuis déjà en 1750, on dispose de recensements très précis sur Saint-Louis et Gorée, qui sont effectivement des statistiques relativement intéressantes à étudier, tout comme lorsque l'on voit le tableau publié avec les produits de commerce entre 1821 et 1823, et qui sont le produit des enquêtes organisées par les services douaniers, qui s'appuient sur les négociants, les manufacturiers de la capitale, on se rend compte effectivement qu'il y a là une base statistique très intéressante sur l'activité économique dans le territoire, dans le comptoir de Saint-Louis. Nous venons de voir également avec Louise Barré comment redécouvrir l'évolution de la consommation alimentaire urbaine au Congo belge, avec la diversification des sources, car en plus des enquêtes sociologiques sur le budget ménage, on prend en compte les détails indiqués par l'administration sur l'approvisionnement alimentaire, sur les produits d'exportation. Et ces discussions très importantes, intéressantes sur la part de la viande montrent effectivement comment il y a des éléments nouveaux que la statistique permet, avec l'exploitation des produits vétérinaires, de prendre en considération l'évolution de la consommation urbaine au Congo belge. Il est également remarquable de noter deux contributions que l'on peut classer dans la catégorie des études de genre, avec la communication de Mariaz de Karine, qui analyse
les déterminants des divorces au Sénégal à l'époque coloniale et la présentation faite par Nina Lauré sur le thème quant aux femmes travaillant dans les maisons closes, il n'en a pas été tenu compte. Donc, qui montre effectivement comment l'enregistrement des migrations japonaises dans le nord de l'Indochine a été passé sous la pénombre et est resté très longtemps invisible. Karine prend en compte dans son analyse l'environnement économique de la production et c'est ça qu'il faut voir, c'est la part de la main-d'œuvre féminine pour interroger les raisons de divorce, pour interroger les éléments de frustration. Lorsque les femmes participent activement à la production agricole et qu'au moment de la récolte, elles se trouvent évincées, elles ont là effectivement des motifs de mécontentement. Et ce sont là, c'est pas dans la catégorie des motifs de divorce. Je crois que c'est un élément à prendre en considération. Je crois que c'est un éclairage neuf à considérer. Karine, éclaire des archives judiciaires en utilisant d'autres sources pour dresser un tableau de l'histoire sociale. Je crois que c'est là tout l'intérêt de la prise en compte des dimensions de l'activité économique. Nina Lauré renouvelle les études de la prostitution. Elle jette le projecteur de lumière sur la migration organisée des femmes japonaises vers l'Indochine. Cette catégorie était bien omise dans les archives. Et c'est une très belle chose que vous les remettiez pour véritablement permettre d'avoir une nouvelle approche de la prostitution en tant que composante, en tant que partie intégrante des activités professionnelles, si on se dégage de toute forme de moralisme. Enfin, nous avons Amadou Suleiman, qui nous dresse un tableau saisissant des activités économiques et commerciales ayant existé entre le Cameroun et le monde asiatique. C'est là la nouveauté. Dans ce monde asiatique, nous trouvons le Japon, la Chine, l'Arabie saoudite, le Liban. Pendant longtemps, la question de l'exploitation des ressources du Cameroun a été perçue simplement sous le prisme de l'administration franco-britannique. Mais là, Amadou nous invite à analyser les statistiques économiques, les statistiques des produits de commerce pour montrer la part assez importante prise par les pays asiatiques dans le processus, dans les relations commerciales et économiques que le Cameroun a entretenues. Voilà les éléments que j'ai retenus. Qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? En conclusion, je pense que l'agenda de la recherche sur les statistiques a progressé et nous avons fait un pas très, très, très important dans cette direction avec tous les atouts qui ont été révélés ici et qui montrent que, au-delà des limites, des faiblesses que nous essayons de combler en faisant appel à la confrontation des sources, en faisant appel également à la reconstitution des processus, je crois qu'il y a là une approche nouvelle destinée à permettre d'avoir une étude, un tableau social, un tableau économique de l'Empire en utilisant cette ressource qui était pendant très longtemps sous-estimée. Voilà les quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Je suis tout à fait heureux de pouvoir participer à ce séminaire. Je vous laisse la parole. Voilà, merci.